Il y a 6 ans, donc, j'avais 60 ans. Et donc, je faisais des PSA depuis 5 ans. Le PSA était inférieur à 4 pendant 5 ans. Puis un jour, à 60 ans, il est passé supérieur à 4. À la suite de ça, j'ai décidé donc de faire une biopsie. C'était au mois d'avril. Je partais en vacances. Et là, on m'a appris qu'il y avait une biopsie positive et que j'avais un cancer de la prostate. J'ai fait un contrôle, une assurance me demandait un contrôle pour un prêt personnel. Et voilà, un taux de PSA qui s'avère un peu élevé, et des examens, et puis on m'annonce un cancer. Voilà. Il y a un choc, il faut l'annoncer à sa femme, à ses enfants, à sa mère. C'est pas facile, ça. C'est certainement le moment le plus dur. Dans un contrôle de la cinquantaine, on s'est aperçu que mon taux de PSA était plus élevé que la moyenne. Déjà, quand on me dit que le PSA est pas bon, je sais qu'il y a un risque, quoi. Après le rendez-vous chez l'urologue, échographie qui n'était pas très claire, une biopsie prostatique, et là on s'est aperçu qu'il y avait un cancer de la prostate. On a fait un IRM qui a montré que c'était localisé, etc. Donc, à l'issue de cette IRM réalisée à la recherche d'une lésion antérieure, 2 possibilités. On trouve une lésion antérieure et on va refaire des biopsies guidées sur cette région antérieure. Deuxième possibilité, on ne trouve pas de lésion en IRM. Alors à ce moment-là, on peut rentrer dans ce qu'on appelle une surveillance active, puisque plane toujours ce soupçon de cancer de prostate. Et on va pouvoir répéter cet examen IRM en parallèle avec des dosages de PSA et une surveillance clinique à la recherche d'un cancer qui deviendrait détectable. Donc l'IRM a également un intérêt très important dans ce qu'on appelle le bilan d'extension du cancer. Donc l'IRM permet de visualiser parfaitement ce qu'on appelle la capsule de la prostate, est-ce qu'elle est intègre ou est-ce qu'il y a une extension en dehors de la capsule. Les vésicules séminales, ces petits réservoirs qui sont au-dessus de la prostate et qui peuvent être également envahis. Deuxième élément, c'est les ganglions, un peu plus à distance, voire une extension osseuse ou autre. Le médecin demande une mesure du PSA et c'est à ce moment-là que ça doit s'annoncer. C'est à ce moment-là que l'on doit dire, vous savez, le PSA, si on le demande, c'est parce que on voudrait savoir si oui ou non vous avez un risque d'être porteur d'un cancer de la prostate. Donc nous recevons des patients qui sont directement dirigés par leur médecin traitant, donc pour un rendez-vous en urologie. Donc ces patients, on prend des rendez-vous soit par téléphone, soit au face-à-face. Donc c'est des patients qui vont se présenter directement dans l'établissement. C'est important d'avoir un accueil satisfaisant et d'avoir une équipe opérationnelle et un bon esprit et voilà, satisfaire le patient, quoi. Apporter de la qualité autour de tout ça. On propose aux gens qui sont là, est-ce qu'ils ont envie qu'on leur offre un thé ou un café? Donc ce petit moment de conversation leur fait du bien. Une des difficultés, c'est justement d'arriver à faire le tri entre ces cancers qui sont des cancers agressifs, ou qu'on pense être agressifs, et qui, eux, vont évoluer localement, et puis ensuite, et possiblement faire des métastases, et obérer la vie du patient, et puis des cancers qui, eux, au contraire, seront plus lents, ou ne se développeront pas, parce que les caractéristiques du patient et les caractéristiques du cancer vont faire que cette maladie va être limitée et pas évolutive. Il se trouve que le cancer de la prostate, c'est très souvent un cancer d'évolution très lente qui se fait sur des dizaines d'années et que donc il y a très rarement une urgence. Alors c'est une chance pour le médecin parce que du coup ça permet de faire ce travail d'évaluation de la personnalité, de la maladie. Souvent j'essaie de dire aux patients on ne va pas prendre une décision tout de suite. Vous avez un diagnostic, le voilà. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que comment je peux vous traduire ce qui est écrit par le pathologiste. On va faire un break, vous allez prendre du temps, vous allez lire, vous allez en parler autour de vous, et puis on va se revoir, et puis vous aurez des questions, et à ce moment-là, ce sera plus facile pour vous de prendre une décision avec laquelle vous êtes d'accord. Ce qu'il faut surtout éviter, je pense, c'est le sentiment d'urgence.
par chance, le cancer de la prostate est un cancer d'évolution lente. On n'est jamais à quelques semaines, exceptionnellement à quelques mois près. Donc les gens ont tout à fait le temps de prendre une décision pour qu'ils puissent à la fin se dire « Docteur, voilà ce que j'ai décidé » ou bien « Je suis d'accord avec ce que vous me proposez ». Nous, c'est des patients qu'on est amenés à prendre en consultation après que le diagnostic de cancer de la prostate ait été posé. Pour ce qui est de l'intervention chirurgicale, les patients ont été discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc l'indication opératoire est posée par un ensemble de praticiens spécialistes, des cancérologues, des radiologues, plusieurs urologues, des anapathes, où on relie tout le dossier ensemble. En connaissant également le dossier du patient, on va décider de proposer une chirurgie au patient en ayant un double objectif, à la fois tumoral, qui est bien entendu de retirer la totalité de la tumeur de prostate, et à côté de ça, un objectif de limitation des, entre guillemets, dégâts de la chirurgie, qui sont de limiter les troubles de la sexualité post-opératoire, essentiellement les troubles de l'érection, et également de minimiser au maximum le risque d'incontinence urinaire post-opératoire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre au même endroit et au même moment toutes les compétences, qu'elles soient chirurgicales, qu'elles soient d'imagerie avec les radiologues, de pathologie avec les anatomopathologistes, et puis entraîner toute l'équipe médicale autour d'un projet d'oncologie et d'arriver à faire que tout ça ait du sens et que ce soit le plus linéaire possible et le plus acceptable possible pour les patients. Les choses ont beaucoup changé dans les 15 dernières années. Il y a eu une chirurgie traditionnelle, ouverte, qui est arrivée à son développement, et puis sont apparues des techniques de chirurgie dites peu invasives, par la paroscopie, dont je suis un des pionniers, et puis ensuite s'est rajouté les techniques d'assistance robotique. Il n'y a pas de travaux qui aient pu montrer, par exemple, qu'une technique était meilleure statistiquement qu'une autre. Le plus important, toujours, c'est de savoir qui fait quoi. L'expérience des chirurgiens ou du chirurgien qui prend en charge un patient a un impact considérable sur la qualité des résultats. Que ce soit les résultats oncologiques, sur le cancer, que ce soit les résultats fonctionnels. On a clairement fait le choix de la chirurgie mini-invasive. Actuellement, pour ce qui est de la chirurgie de la prostate, tous les patients sont opérés par chirurgie mini-invasive. La plupart sont faits en célioscopie robot-assistée et quelques patients sont encore faits en célioscopie traditionnelle. On est très content de cette technique. Les suites opératoires immédiates pour le patient sont très confortables. En fait, avant qu'on rentre le patient en salle, on teste toutes les machines. Donc la console patient, la console chirurgien et la console célio. Pendant l'ensemble de l'intervention, nous assurons donc la sécurité du patient en surveillant de manière continue les fonctions vitales, qui nous permet également de vérifier que le patient a une anesthésie générale profonde avec un excellent relâchement musculaire permettant au chirurgien d'opérer dans de bonnes conditions et dans une sécurité maximale. En dernière partie d'intervention, nous commençons les médicaments pour prendre en charge la douleur post-opératoire. Donc là, on poursuit la dissection de la vessie et de la prostate. L'avantage essentiel, je pense, reste à la vision 3 dimensions. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression de retrouver des sensations de chirurgie traditionnelle, ouverte. Il y a l'ergonomie des pinces qui fait qu'on a plus de mouvement que ce qu'on pouvait faire en célioscopie classique. On va essayer de faire, dans la mesure du possible, une extubation sur table. C'est possible, c'est réalisable. Et si c'est pas possible, on l'emmènera en salle de réveil pour qu'il élimine ses produits d'anesthésie, ses drogues d'anesthésie, et il sera extubé en salle de réveil. Après la salle de réveil, donc le patient est ramené dans sa chambre dans le service d'urologie, ou alors en soins continus s'il y a besoin d'une surveillance un peu plus rapprochée. On surveille les constantes, la douleur.
patients ont des suites opératoires assez simples, qui permettent, quand on leur a pour la plupart pas donné de morphine, qui mangent le soir une collation légère. On les déperfuse dès le lendemain matin, ils sont assis au bord de leur lit pour manger le soir même de l'intervention, et le lendemain on les lève, ils marchent très rapidement, ils sont autonomes et simplement avec des calmants qu'ils prennent par la bouche. Avant l'opération, on se dit que ça ne va pas être possible. Le lendemain de l'opération, on va pas pouvoir se lever, on ne va pas pouvoir faire tout ça. Mais on peut. On peut et ça se passe très bien. On m'a fait remarcher le lendemain, tout de suite le lendemain matin. Là, c'était un petit peu difficile. J'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent aussitôt. On leur retire au premier jour post-opératoire le petit drain qui avait été laissé en place pour drainer la lymphe du curage ou bien les petits saignements qu'il aurait pu avoir en péropératoire. C'est exactement comme on nous l'a expliqué avant l'opération. C'est-à-dire que le premier soir, c'est un peu douloureux, mais sans plus. Et le plus important, c'est le lendemain, après la première nuit. Donc au retour de l'intervention, après le passage en salle de réveil, le patient revient dans le service. À ce moment-là, on vient l'accueillir, on va dire une deuxième fois en quelque sorte. Là, on lui prend tout ce qui est constante, donc attention, température, on fait une évaluation aussi de sa motricité, de son état de conscience et de sa douleur. Si le patient est algique, il est douloureux, ce qu'on peut faire, nous, c'est lui fournir une réponse médicamenteuse prescrite par le médecin. La partie, disons, relationnelle avec le patient est une partie importante du métier. Tout ce qu'il a fait d'abord, c'est me rassurer et d'essayer de me faire comprendre les choses. Il a essayé de me mettre en confiance. Ça, c'est important. J'ai commencé à me dire, il faut que je me bats. S'il y a quelque chose, il faut que je me bats. Il y avait ce contact humain qui m'a encouragé et qui m'encourage encore d'ailleurs. La reconnaissance de ces patients par rapport à notre accueil, par rapport à nos soins, et moi ça me fait plaisir. La première nuit, j'ai eu un peu mal, mais pas plus que ça. Plus la deuxième nuit et la troisième nuit, mais c'était supportable. On m'a donné des choses. J'ai été opéré il y a 2 mois et 1 semaine. Voilà. Pour l'instant, je peux dire que ça a l'air de se passer plutôt bien. Avant la prise en charge thérapeutique, on doit nous se projeter dans le futur parce que tous les patients ne vont pas demander la même aide, le même soutien, et que ce soutien-là, il va durer longtemps. Moi qui croyais au départ que c'était une opération chic-chac, non, c'est pas chic-chac. Ça demande beaucoup de choses après l'opération. Mais on est pris en charge, on est pris en main. Lorsque le patient rentre chez lui, donc lors de sa sortie, on l'informe qu'il peut à tout moment nous contacter, qu'il peut appeler le service, que l'infirmière sera toujours disponible pour lui répondre, et le cas échéant même le renvoyer sur le médecin du service. On n'est jamais seul. Même après l'opération, lorsque l'on rentre à la maison, lorsqu'on a ce dépliant où il y a tout marqué, on a un numéro de téléphone qui est disponible 24 heures sur 24, dont moi j'ai usé. J'ai appelé 3-4 fois l'urologue qui était au bout du fil, parce qu'on a toujours un peu peur, parce qu'on se sent seul, parce qu'on n'a pas d'infirmière. Je l'ai appelé 3-4 fois, et c'est très 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 important, on n'est jamais seul. Il faut bien entendu pas faire d'efforts dans la période post-opératoire immédiate, d'efforts importants. Il n'est pas question de marcher des kilomètres ou de reprendre le sport. En revanche, une déambulation, même de quelques centaines de mètres, aller faire ses courses est vivement conseillé. Bon, déjà, quand on enlève la sonde, c'est un vrai soulagement, c'est bien. Parce que même si c'est ni douloureux ni quoi, c'est tout de même une contrainte. Vous avez rendez-vous le jour même avec un kiné qui vous explique comment remuscler le périnée. À ce moment-là, j'interviens pour donner des conseils suite aux fuites urinaires qui s'installent après le retrait de la sonde urinaire.
Dans le cas où les fuites urinaires sont invalidantes et durent un peu plus longtemps que prévu, si les exercices ne sont pas suffisants, on peut prescrire une ordonnance de séance de kinésithérapie à réaliser en ville, à l'extérieur. Globalement, j'interviens beaucoup moins dans le service d'urologie puisque les techniques opératoires ont évolué et les patients se mobilisent beaucoup plus facilement et plus rapidement surtout. Après que cette sonde ait été retirée, les patients ont un rendez-vous de consultation post-opératoire, en général à 1 mois post-opératoire, où on refait un petit peu le point sur leur continence. La sexualité, c'est encore un petit peu tôt. On leur donne les résultats des analyses de la prostate, de l'analyse des ganglions, et on voit, en fonction de ces résultats, la plupart du temps, on partira sur une surveillance simplement, avec des dosages de PSA qui se font de façon trimestrielle pendant 1 an, pour s'assurer de l'absence de récidive, puis un suivi un petit peu plus espacé, 2 fois par an, puis de façon annuelle. C'est fondamental d'avoir un suivi pendant des années pour pouvoir évaluer nos résultats en termes carcinologiques et fonctionnels. Les effets secondaires, ils sont importants. Ils vont tous se retrouver stériles. Moi, j'ai eu des patients qui m'ont annoncé, après leur intervention, quelques années plus tard, qu'ils m'ont envoyé un faire-part de naissance. Voilà. Parce que je leur avais dit, écoutez, mettez du sperme en banque, on ne sait pas comment ça va se passer plus tard. Et puis après, moi je savais qu'il y aurait des fuites urinaires, des choses comme ça. Donc moi je savais que j'allais avoir à passer des moments pas agréables, quoi, des trucs qui compliquent l'existence et qui la rendent un peu déplaisante, quoi. Au niveau incontinence, ça a été l'excellente surprise, c'est 0. Je veux dire, dès qu'on m'a enlevé la sonde, j'étais nickel là-dessus, j'ai pas eu un souci. Je dis pas que il y a une réadaptation tout de même, hein. C'est vrai que quand on a envie d'aller aux toilettes, on y va vite parce qu'on a peur on a peur malgré tout de relâcher quand on tousse ou quand on éternue ou n'importe quoi. C'est vrai que ça peut arriver. Mais la nuit, dans la journée, je n'étais absolument pas incontinent. Moi, j'ai eu des fuites urinaires, on va dire, pendant une petite quinzaine de jours après l'opération. Et après, j'ai tout supprimé, toutes les protections et tout, et je n'ai plus jamais eu de fuite urinaire. Ça rentre dans l'ordre, petit à petit, ça se met, le plus souvent, tout ça va bien s'arranger, mais c'est parfois long, ça influe sur leur humeur, sur leur vie professionnelle, sur leur vie sociale, puis ça va finir par, la très grande majorité des cas, ça va bien sûr finir par se régler. Moi, en fait, c'est quand je marche que ça provoque des fuites, quoi. Quand je suis assis, quand je suis à mon bureau, ou je reste assis quelque part, ça va. J'ai été opéré il y a seulement 2 mois et 1 semaine, donc je ne peux pas dire que je m'impatiente. Le problème, c'est juste de savoir dans combien de temps tout ça va se normaliser. J'espère le plus vite possible, c'est tout. On peut nous adapter la technique opératoire pour essayer de minimiser au maximum les risques liés à la chirurgie, qui sont les troubles de l'érection et l'incontinence. Donc plus on va être près de la prostate, plus on va préserver ces bandelettes neurovasculaires et donc moins on aura d'effets délétères sur la sexualité et la continence. Plus on les préserve, plus on a de chances ou de malchance de laisser en place de la tumeur. Et puis il y a le problème sexuel qui est aussi évidemment une des conséquences importante, c'est-à-dire que ça dépend de tas de facteurs, ça dépend évidemment de l'âge du patient, ça dépend de ses capacités érectiles. J'ai fait quand même quelques essais pour voir, et c'est comme ça, assez vite d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça réagissait, quoi. Déjà, bon, assez vite d'ailleurs, on fait le test pour voir s'il y a quelque chose ou s'il n'y a plus rien. Et quand on se rend compte qu'il y a quelque chose, on se dit, ça va s'arranger. Donc pour l'instant, j'en suis dans cet état-là. Ça progresse un petit peu, et donc j'ai la sensation que je vais récupérer. C'était pas une érection à 100% comme on a avant l'opération, mais je sais qu'à moi on m'a prescrit des médicaments, et puis ça se passe très bien. Il m'avait dit que comme la tumeur était assez bien localisée, il n'a pas coupé trop de terminaisons nerveuses, donc il a laissé
des possibilités que ça reprenne du poil de la bête, si on peut dire quoi. Puis ça dépend aussi surtout de leur maladie. Hein. Il y a des fois, simplement, on ne peut pas préserver la fonction érectile parce que ça se ferait au prix qu'on laisserait des cellules cancéreuses et que donc les choses repartiraient. Donc il y a des gens à qui on dit d'emblée, écoutez, vous serez impuissant. Et donc il va falloir mettre en place des structures, des consultations de soutien et puis leur apprendre éventuellement à avoir une autre sexualité. Ben pour moi, étant donné que c'est assez récent, je ne peux pas dire que j'ai retrouvé une plénitude glorieuse de mes moyens, je ne vais pas dire ça, mais la sensation que j'ai, c'est que c'est pas mort, que c'est pas fichu, que ça réagit encore, et j'ai la sensation que ça reviendra quand même pas mal. Est-ce que ça reviendra entièrement? Non. Il y a des choses qui ne reviennent pas, par exemple il n'y a plus d'éjaculation, bon ça peut être considéré comme quelque chose d'un peu désagréable. Mais normalement, on doit pouvoir retrouver une possibilité de vie sexuelle normale à cette différence près. C'est tout un long réapprentissage de la sexualité, d'une nouvelle forme de sexualité. Quand les gens sont confortables avec ça, quand leur partenaire est confortable, et quand il y a le temps, qu'on a laissé le temps, et qu'on a pu en parler, souvent les patients sont extrêmement satisfaits ou assez satisfaits ou satisfaits de leur sexualité. Et puis il y a des fois évidemment où ça se passe, on peut préserver les nerfs, on opère des patients qui ont des cancers qu'on a pris suffisamment tôt, même et qui sont agressifs mais qui sont bien localisés, pour lesquels on a beaucoup d'arguments pour penser que tout ça est confiné à l'intérieur de la glande, pour lesquels on pense que l'on peut faire sans leur faire prendre de risque une préservation des nerfs érectiles. Et ces patients-là, quand la chirurgie s'est bien passée, quand ils ont des bonnes performances avant l'opération, quand ils sont jeunes, quand ils ont un ou une partenaire qui est coopérante, alors que ça se remet en place, mais ça prend du temps, donc c'est là aussi un long accompagnement. Le traitement, il s'arrête pas quand le patient est sorti de l'hôpital. J'ai été opéré il y a bientôt 8 mois. Niveau sexuel, c'est plus long parce que d'abord, franchement, les 2 premiers mois, on se sent quand même fatigué, quoi. Il y a de la fatigue, surtout quand on s'est remis à travailler. Il faut se forcer à prendre les médicaments. C'est vrai que c'est un petit peu démoralisant, c'est vrai que on se sent un peu diminué. Parce qu'au bout de 8 mois, tout de même, c'est parvenu. Je vais dire que je suis à 50%. Pas plus. Il faut qu'on soit avec ma femme. En ce moment-là, on aime bien se prendre 3-4 jours d'affilée justement pour être sans les enfants, sans les copains, tout seul et avoir le temps de s'occuper de nous. Voilà. Et là, je dirais que là, ça commence à aller mieux comme ça. Il faut le temps. Il faut le temps. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, au début, surtout quand ça n'a pas l'air très tragique au début, donc on se dit, chouette, ça va vite se remettre. En fait, non. Ça se remet pas très vite, on progresse pas à vue d'œil, quoi. Il faut pas se laisser aller, oui, il faut vouloir que petit à petit reprendre du terrain, quoi, sur les problèmes. C'est au départ, c'est un grand coup de massue que l'on prend. On se doute bien qu'on s'y attend pas du tout. Bon, il y a eu des moments difficiles avant l'opération, l'attente de l'IRM, l'attente de la biopsie, mais après, une fois qu'on est pris en main, on se laisse totalement transporter pour arriver à une bonne conclusion.